Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le décodé sur le blog, on va tenter un nouveau format pour une entrevue avec un étudiant en Master 2, droit fondamental des affaires, Pierre Roussen. Un format son, donc sous forme d'entrevue, on va se poser des questions. Et on vous a mis une retranscription de notre entrevue sur le site. Alors, pour introduire le sujet, Pierre Roussen a été un étudiant qui nous a écrit une pige sur le colloque concernant la loi Macron. Il nous a aussi expliqué 3 thèmes principaux qui touchent la loi Macron, ne serait-ce que les notaires, les transports, ainsi que le travail dominical et de nuit. Donc aujourd'hui, on va revenir sur certains points, mais tout d'abord, on va dire bonjour à Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors merci à toi de revenir vers nous. Est-ce que tu pourrais nous présenter le colloque en quelques secondes auquel tu as participé? Alors oui, bien sûr. Alors, donc j'ai participé au colloque organisé par la Fac de droit de Toulouse. On nous a présenté les mesures phares de la loi Macron. De nombreux praticiens se sont réunis d'ailleurs à cette occasion, des professionnels, mais également des professeurs de droit. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que ce genre d'événement, c'est quand même l'occasion de faire face aux problèmes pratiques. On fait face à l'application des termes juridiques qui sont parfois abstraits à la réalité. Donc voilà pour ces quelques mots par rapport au colloque. D'accord. Et quelles sont tes impressions après l'événement? Est-ce qu'il y a des points positifs ou améliorés que tu voudrais nous faire partager? Alors tout d'abord, ce qui m'est apparu, c'est l'évidente présence des médias et la puissance des médias notamment. Selon eux, lorsqu'on regarde les informations télévisées ou à la radio, on se rend compte que la loi Macron est un échec total. Cependant, le colloque organisé par la faculté m'a tout simplement démontré que cette loi n'était pas du tout une catastrophe législative. Notamment, ils nous ont parlé de la déclaration d'insaisissabilité qui permettait de modifier le gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur. L'entrepreneur, en fait, va pouvoir utiliser une déclaration d'insaisissabilité sur son patrimoine, ce qui est d'ailleurs bienvenu pour lui puisqu'il sera plus amené à vouloir entreprendre, tout simplement, à motiver les gens à s'investir dans le monde professionnel. Donc ça, c'était un atout dont j'ai pas pu parler dans l'article, mais il faisait partie des points positifs de la loi Macron. Donc voilà. D'accord, donc voilà, le bilan n'est pas si catastrophique. Voilà, le bilan n'est pas du tout catastrophique, en effet. Parfait. Alors on va revenir sur l'article en profondeur. Il y a quelques points que je voudrais éclairer avec toi. Et pour commencer, ça serait la polémique sur les professions judiciaires et loi Macron. Quid? Alors, quid? En effet, bonne question. Alors d'un côté, on a les professions judiciaires, d'un autre, on a la loi Macron. Alors quel est le problème ici? La loi Macron part d'une bonne intention, elle a voulu booster l'économie, favoriser la croissance. Il y a eu un problème, c'est la confrontation de la loi avec les professions judiciaires. Cela a pris la forme d'une véritable bataille et finalement la polémique se résume assez bien, assez facilement. Le système finalement il convenait aux professionnels du droit. La réforme est venue bousculer cet équilibre en imposant des diminutions d'honoraires. Et donc voilà, et en plus de ça, il y a eu des problèmes avec la libéralisation de l'activité. Notamment, cela a permis justement de développer les professions judiciaires. Du coup, on se retrouve avec plus de professionnels pour moins de clients. Et cet éparpillement de la clientèle pose de gros problèmes de concurrence, justement. D'accord, mais quand même, le vent a tourné pour les notaires. Ils ont réussi à convaincre le gouvernement de changer de position. Est-ce que tu as une idée de comment ils ont procédé pour arriver à ce résultat? Alors oui, les notaires, finalement, ils ont été quand même assez très présents sur les places publiques. Ils ont brandi de nombreuses pancartes. D'ailleurs, on pouvait y voir écrit «Mort du notariat, fin d'un service de proximité», «Sans notaire, bonjour la galère». Donc finalement, les manifestants voulaient juste nous convaincre de l'extinction de la profession. Pourtant, la profession de notaire n'est pas du tout amenée à disparaître. Elle est tout simplement amenée à évoluer. Cette évolution est marquée, certes, mais parler de disparition me semble quand même assez exagéré. Donc mine de rien, ces petites révolutions de rue ont amené le ministre de l'économie à revoir certaines de ses dispositions. Il a d'ailleurs admis avoir fait une erreur, et c'est pourquoi il a fixé des tarifs pour certains actes courants. Voilà. Juste comme ça, on va essayer de rester dans l'actualité, ce genre de conflit. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres corporations qui pourraient
user des mêmes moyens, essayer de revendiquer des changements de la loi Macron? Euh, alors, je vois pas où tu veux en venir. Non, c'est une question posée, c'est-à-dire que vu qu'il y a quand même les notaires, le notariat qui avait déjà un peu voilà, son emprise dans le paysage Mhm. économique, ils avaient comment dire, leur implantation géographique, comme on a Mhm. discuté. Est-ce que pourrait y avoir d'autres corporations, comme par exemple penser aux taxis ou à ces transports, qui pourraient là aussi avoir le même comportement? Alors oui, déjà on l'a vu avec les taxis qui se sont beaucoup manifestés dernièrement dans l'actualité. Ça a été assez violent d'ailleurs, hein, vous avez pu Hmm. le voir à la télévision. Ils se sont tout simplement battus contre le développement euh, d'Uber puisqu'ils prenaient leur part de marché tout simplement. Mais à mes yeux, si, euh, si Uber s'est développé, c'est tout simplement parce que le système tarifaire des taxis n'était pas du tout adapté et voire exagéré. Donc, bien évidemment, les personnes préfèrent aller vers la facilité et payer moins cher. Et c'est pourquoi Uber a eu un fort succès. Donc, ouais, on pourrait parler d'un mouvement de libération sauvage qui n'a pas été accompagné par l'État. Exactement, un mouvement de libération sauvage, c'est très bien dit. Ouais. Bon, on verra si la formule sera retenue. Voilà. Mais pour revenir sur le sujet de l'article, voilà, c'était une petite improvisation, désolé. Sur l'application du travail dominical et de nuit, euh, on a lu dans ton article Mhm. que le choix serait laissé aux employeurs d'avoir un accord avec leurs employés pour savoir s'il est disponible pour travailler le dimanche ou la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sélection à l'embauche ou en cas de plan de licenciement sur ces fameux critères de disponibilité? Pour faire simple, si jamais en tant que patron, je me retrouve avec un employé, enfin deux employés, l'un qui veut travailler de nuit et l'autre non, je préfère garder celui qui veut travailler de nuit et l'autre, Mhm. je le vire. Est-ce que ce genre de scénario sera possible? Alors, euh, il est certain que lors de l'entretien d'embauche, une telle question ne devrait pas être posée. Sinon, ça deviendrait un critère de sélection. Et à partir de là, le mot d'ordre serait discrimination. Donc, l'employeur devra prendre des décisions en fonction des critères professionnels et non sur des critères et non sur des considérations d'ordre personnel. Donc, si tel est le cas, il faut savoir que s'ouvrira un volet pénal et un volet civil. Un volet pénal à hauteur de 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Un volet civil avec des sanctions disciplinaires. Donc c'est quand même très risqué pour l'employeur de faire ça. Et s'il érige en critère de sélection la disponibilité le dimanche ou en soirée, il commettra une discrimination lourdement sanctionnée. Donc voilà, d'un point de vue pratique, certains employeurs prendront certainement le risque de demander lors de l'entretien d'embauche s'ils seront disponibles ou pas le dimanche ou en soirée. Mais les sanctions pénales seront assez dissuasive. Enfin, c'est trop Je tôt pour pense le que dire peut-être. non, je pense qu'elles sont suffisamment dissuasives. Le problème, c'est qu'en pratique, quand on est dans un entretien d'embauche et qu'on nous pose ce genre de questions, je pense que la personne est assez, voilà, elle est assez intimidée par l'employeur, etc. C'est quand même une ambiance particulière, un entretien d'embauche, et elle n'est pas forcément au courant que ça peut être un critère de sélection pénalement sanctionné. Donc ça, c'est voilà, connaître la loi. Tout le monde ne la connaît pas. Donc, je pense que c'est plus là le problème. Parce que même si on en revient avec l'objet de la loi Macron, qui est la libéralisation de l'activité, la libération de l'économie, c'est aussi bien la libéralisation pour les professions qu'on peut dire un peu sensibles, comme les notaires qu'on a essayé, pour les patrons, mais peut-être aussi pour les employés, pour les salariés. Est-ce que il ne va pas y avoir des patrons ou des économistes qui vont dire si les employeurs font des efforts, les employés aussi doivent s'adapter et doivent s'attendre à ce que leur temps de travail doive évoluer? Vous- vous- Est-ce qu'il pourrait y avoir ce point de vue qui serait mis en avant par Alors, certains? ce point de vue peut être défendu. Cependant, aujourd'hui, il me semble que le travail le dimanche n'est pas du tout entré dans les mœurs, que certaines personnes ont des obligations associatives, sportives, ou organisent des événements ce jour-là. Donc, euh, je pense que le dimanche est une journée presque banalisée pour le repos, du moins aux yeux de certaines personnes. Donc, le non-travail le dimanche, c'est une tradition que ont du mal à voir disparaître. Donc, voilà. Et encore là, on parle de travail dans l'économie réelle, le travail économique. Le Mm. travail le dimanche, peut y avoir aussi, comme tu as dit, du travail associatif. Associatif, Donc on peut parler de travail domestique ou même pas en économie souterraine, mais du service qui ne se voit pas.
mais qui aide aussi au bon fonctionnement de l'économie. Ah oui, non mais totalement. Et d'ailleurs, je pense que imposer un travail le dimanche ou en soirée serait presque liberticide et entrerait beaucoup trop dans la sphère privée de chaque personne, hein. On est libre quand même d'avoir des heures libres, hein, tout simplement. Après, voilà, ça se fera au cas par cas, j'imagine. Je pense que ça se fera au cas par cas, oui. Et en fonction, parce qu'il faut quand même des accords collectifs, un accord de chaque salarié, donc c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. D'accord, donc merci Pierre. On a quand même vu dans l'ensemble de quoi allait parler la loi Macron, de quoi il s'agit. Ne serait-ce que pour avoir aussi ton point de vue sur des questions sensibles, on l'a vu pour les notaires ou même pour le travail le dimanche. Avant de clore cette entrevue, est-ce que tu pourrais en dire plus sur ta formation? Alors oui, donc je suis en master 2 droit fondamental des affaires à l'Université Toulouse 1 Capitole donc. C'est un master qui est orienté sur la recherche mais aussi sur la voie professionnelle. Deux aspects de ce master m'ont directement plu. Tout d'abord la rédaction de mémoire et ensuite une possibilité offerte aux étudiants, la réalisation d'un stage. Donc ce stage donne lieu à une bonification sur la note finale en fonction de la qualité du stage. Et donc voilà, donc c'est une formation très complète. Les professeurs sont à notre portée, sont très présents. Ils ne veulent qu'une chose, nous pousser vers le haut. Donc c'est quand même une année très enrichissante d'un point de vue personnel. Voilà, c'est l'aboutissement de 4 ans de droit quand même, donc c'est pas mal. Et justement, après 4 ans de droit, est-ce que pas y avoir une année spéciale avec la 5e année qui se profile? Est-ce qu'il va pas y avoir des événements en lien avec ton master? Alors oui, on crée des événements parce qu'on a une association au sein de notre master. Donc pour financer notre association, on organise des petits déjeuners, mais également des soirées. Donc là, prochainement, lundi matin, combien on sera lundi? Lundi, on sera le... voyons, le 16, je crois. Le 16, donc lundi Oui. 16 novembre, on organise un petit déjeuner. Et le lendemain, on organise une soirée à la couleur de la culotte. Donc l'entrée sera de 3,50 € et 2,50 € en pré-vente. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir m'en acheter. Il n'y a pas de réduction pour les copains? Il n'y a pas de réduction pour les copains. C'est quand même pas très cher quand même. Oh. Donc voilà, donc C'est le prix du marché. c'est le prix du marché exactement, c'est adapté à la concurrence. Donc à la couleur de la culotte, place Saint-Pierre, on organise un beer pong, des jeux de fléchettes, une tombola avec à la clé des lots divers et variés. Donc il y a également, n'oubliez pas qu'il y a les incontournables cocktails du bar et sa banana colada qui sont au prix de 4 €. Donc bon, difficile de résister quand même. Donc voilà. Parfait. Bien, écoute, merci Pierre pour cette entrevue. Avec Merci plaisir. beaucoup. Ben, si jamais tu veux reparler de tel sujet, on verra. Ben, pourquoi pas, Ouais. hein, si jamais on en reparle à l'avenir. Et quant à nous, ben, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés pour cette première entrevue. J'espère que ça vous plaira. Et pour la suite, eh bien, la distribution du journal suivra dans quelques semaines. Passez à tous une bonne semaine et une bonne révision, parce que c'est les partiels aussi, Bientôt. pour vous aussi. Et voilà, ben, on se dit à plus. Ciao!